Et bonjour les loulous. Vous avez voté pour Crying Freeman. Alors on y va, parce qu'il y a plein de choses intéressantes à dire. Crying Freeman est un film français réalisé par Christophe Gans, un ancien journaliste cinéma. Un jour, il regarde chez un ami le premier épisode d'un animé qui s'appelle Crying Freeman. Et même s'il ne comprend pas les dialogues, il en comprend le sens. Et il se dit qu'il veut réaliser une adaptation. Car oui, Crying Freeman est d'abord un manga, puis un animé. Cependant, bien que le film soit fidèle dans sa plus grande partie au premier épisode de l'animé, ce dernier partira ensuite dans une direction complètement différente, torture porn, ce genre de choses. Gans appelle Samuel Adida, son producteur, et Samuel dit ok, on va acheter les droits. Le projet se monte tranquillement. On donne un budget modeste mais correct pour l'époque, puisqu'il s'élève à 15 millions de dollars. On prévoit Brandon Lee, le fils de Bruce. Sauf que pendant la préparation du tournage, Brandon Lee meurt sur un autre tournage, celui de The Crow. Un autre acteur lui tire dessus sur une scène, et la balle devait être à blanc, et ça s'est pas passé comme prévu. Enfin, c'est une longue histoire, je vous la raconterai peut-être un autre jour. Donc on pense à Jason Scott Lee, qui était en pleine ascension avec le biopic de Bruce Lee, Dragon, mais un problème lié à son contrat a fermé cette possibilité. Dépité, Gans cherche un autre candidat et tombe sur Mark Dacascos, un acteur de seconde zone qui avait juste fait un film pour ados sur la capoeira, Only the Strong, et quelques autres films un peu fauchés et pas terribles, faut être honnête. Double Dragon, ça vous parle? Alors, si Mark Dacascos correspond parfaitement au rôle d'un point de vue physique et athlétique, c'est un parfait inconnu. Du coup, le budget va être révisé à la baisse. Alors du coup, de 15 millions de dollars, on passe à 3 millions de dollars. Ça pique, hein. Gans cherche d'autres financements et la Columbia veut bien financer le film à condition qu'on vire tous les Asiatiques du film et qu'on les remplace par des Mexicains et qu'on remplace les triades et les Yakuza par des cultistes mayas ou aztèques. Gans a préféré faire un film fauché. J'aurais fait pareil. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a vraiment perdu en raccourcissant le budget? Eh bien, toute la partie d'entraînement du Freeman a dû passer en ellipse. La partie répétition, manipulation mentale, bref, on aurait aimé voir et mieux comprendre son conditionnement mental. Et pourquoi pas quelques missions pour comprendre les raisons qui font qu'il fait peur à tout le monde. Alors on a eu quand même une scène de mission qui était très intéressante et très bien tournée. Heureusement, tout ça a pu être compensé par un build-up comme dans John Wick, avec des dialogues bien écrits qui remplacent tout ce qu'on n'a pas eu. Et finalement, ça nous a peut-être pas autant manqué que ça. Alors, quand on parle de racisme dans le cinéma, on pense souvent aux noirs et aux clichés des années 80. Le pote black qui peut mourir dès le début du film, c'est pas grave, mais attention, on bute pas le chien. Enfin, sauf dans ce film de dégénéré qu'est John Wick. Hein, on est d'accord. Mais on parle moins du racisme envers les Asiatiques qui ne sont tolérés que quand ils sont pratiquants d'arts martiaux ou spécialistes high-tech. Mais même comme ça va toujours pas. Dans un film racontant l'histoire d'une guerre entre triades et yakuza, il semblait normal de n'y trouver que des Asiatiques. Mais la production explique qu'il faudrait un blanc quelque part. Alors vu que le budget a été sabré, on déplace l'action à Vancouver et on met le personnage du flic blanc, Interpol, ça marche, et voilà. On ajoute Tchéky Karyo qui sortait de Nikita au casting. Bien que Tchéky Karyo soit présent pour faire la caution blanche, son accent français ne passait pas auprès d'un public américain. C'est donc Ron Perlman qui l'a remplacé, qui a imité sa voix et toutes ses intonations à la perfection pour la version doublée américaine. Y a pas à dire,
Ce type est bourré de talent, c'est pas qu'une gueule. Vers la fin du tournage, Samuel Adida vient voir Christophe Gans et lui dit « Pour vendre le film, j'ai besoin d'une scène d'action à la Rambo avec fusil mitrailleur et lance-grenade. Pour ça, je te rallonge le budget de 50 000 $. Du coup, ils ont filmé ça en une journée. Heureusement, Gans avait réussi à recruter un monteur qui avait beaucoup travaillé avec John Woo et qui montait au fur et à mesure le film pendant les tournages pour savoir s'il y avait des manques ou pas. Il y a eu très peu de reshoots et de toute façon, ils n'avaient pas les moyens. Toutes ces galères cumulées, c'est pas facile pour un premier film, puisque c'était le premier film de Christophe Gans. Alors l'histoire, elle n'est pas compliquée. C'est un tueur qui obéit à une triade chinoise, les Dragons, en guerre contre l'organisation Hakushin, un clan yakuza japonais. Le tueur qu'on appelle le Freeman détruit méthodiquement le clan yakuza, en tuant le fils de l'Oyabun, le chef, puis l'Oyabun lui-même. Bien sûr, les Yakuza ne vont pas en rester là, et la guerre va continuer. En exécutant le fils Hakushin, un témoin a tout vu. Elle s'appelle Imu Ohara, interprétée par Julie Condra, et entretient une relation malsaine et obsessionnelle avec la mort. S'attendant donc à être tuée, elle attend tranquillement le Freeman chez elle, et s'offre à lui. À partir de là, une relation se crée. Et vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Marc Dacascos a épousé Julie Condra, et ils ont fondé une famille avec 2 fils et une fille. Ils sont toujours ensemble. Alors je dis rien, mais il y a un petit côté choupi mignon dans cette histoire. De son côté, le Freeman veut fuir les dragons, car il n'est pas vraiment volontaire. Au départ, il était potier et s'est fait enlever par les dragons. Il s'est fait droguer, conditionner, il tue sous hypnose, mais n'est que très partiellement conscient de ce qu'il fait. Juste assez pour verser une larme à chaque fois qu'il tue, comme quelqu'un qui veut exprimer sa souffrance, à commettre des actes horribles contre sa volonté. Mais son lien avec Imu Ohara le libère progressivement de cet endoctrinement. Et donc, il décide que sa guerre contre les Yakuza sera la dernière et qu'elle disparaîtra ensuite avec Imu. Et c'est plus ou moins ce qui se passe, puisque après avoir supprimé le prétendant au nouveau titre d'Oyabun, les Yakuza le retrouvent chez lui, et après une baston assez intense, il obtient des Yakuza encore vivants de le laisser partir avec l'assurance de ne pas être traqué. Alors est-ce que c'est bien ? C'est bien Crying Freeman. Crying Freeman est un film d'action autant qu'un film d'auteur. Le parti pris esthétique de la réalisation, son rythme, calme et lent, contraste avec les scènes d'action brutales toujours bien mises en scène. La musique aussi a son côté envoûtant, et j'y pense toujours quand je regarde ce film. Bien que le budget soit très léger, parce qu'il faut quand même reconnaître que la somme du budget, c'est exactement la même chose que pour tourner un Sharknado. Je veux dire. Gans a voulu faire un film très élégant, délicat. Et il est vrai que tout le monde est bien habillé, bien coiffé, au top, quoi. La référence entre le Freeman et Delon dans les films de Visconti ou dans Le Samouraï est diffidente. Alors on peut ne pas aimer Delon, mais c'était quand même le beau gosse ultime à son époque. Et Marc Dacascos, dans le genre, il tenait la barre bien haute, parce que niveau beauté et élégance, il envoie du lourd. Et c'est pour ça qu'il m'énerve. Est-ce qu'il a une seule fois pensé aux mecs normaux ? Parce que quand les filles voient ça, comment on fait nous derrière, hein ? Comment on fait ? Sa carrière sera cependant moyenne, puisqu'après il sera dans le direct-to-video, mais il jouera quand même dans Le Pacte des Loups et reprendra le rôle de The Crow, après Brandon Lee et Vincent Perez, dans la série The Crow. À défaut d'être une bonne série, Dacascos était au top. On le retrouvera également dans John Wick 3, dans le rôle de Zero, l'assassin au service de la haute table. Et là on se dit qu'avec les années, peut-être que ce qui a vraiment détruit sa carrière, c'est peut-être la calvasse.
Le reste du casting vient pour la plupart du Japon et ces comédiens sont des stars dans leur pays. C'est un exploit d'avoir pu les réunir pour si peu et en si peu de temps. Alors le film a largement remboursé son budget en France et il a également gagné quelques millions par-ci par-là dans le monde, seulement 3 aux États-Unis. Hein. Depuis la France, on a l'impression que c'est un gros film, mais c'est pas le cas, même s'il a eu une bonne et honnête carrière. C'est sans doute le plus asiatique des films français, mais c'est surtout un bon film, et un beau film. Gans dit qu'il voulait faire un film d'action élégant pour les femmes, mais bon, la scène du M16, ça a un petit peu gâché quand même. Hein. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur Crying Freeman. J'ai un peu changé le format, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous plaît, likez, abonnez-vous. Peut-être que pour l'été, je vais m'attaquer aux mauvais films pour rigoler. Dites-moi si ça vous intéresse aussi. Et puis il y a un vote qui est en cours. Vous avez jusqu'à dimanche avant que j'en propose un autre. Amusez-vous bien, profitez de la vie, puis on fait bisous, mais délicat. Hein. À bientôt.